Bonjour à tous, on va ici corriger l'exercice 3 du TD de magnétostatique sur l'application du théorème d'Ampère au cas d'une tige en rotation. Alors c'est un exercice intéressant puisque il est un petit peu plus compliqué que les exemples classiques d'application du théorème d'Ampère et il va nous amener à la notion de découpage de surface. Et donc on va voir ça dans la question 3. Alors tout d'abord on reprécise bien le schéma, donc on vous parle d'un cylindre qui possède un axe OZ, donc faire toujours un schéma en lisant l'exercice, qui possède une longueur L et un rayon petit a. Il est uniformément chargé et on note ρ0, sa densité volumique de charge. De plus, ce cylindre est en rotation autour de l'axe UZ, donc le vecteur directeur de l'axe UZ est comme ça, et il est en rotation à une vitesse de rotation oméga 0 autour de cet axe. Hop. Oméga 0 comme ça. Et donc on fait un schéma de la situation, on nous demande de faire un repère adapté. Eh bien, en présence d'un axe de révolution, le repère adapté est toujours le repère cylindrique. Donc, alors, on va appeler ça UR, qui fuit l'axe de rotation, Uθ qui tourne autour, et UZ qu'on a déjà présenté, qui suit l'axe de rotation. Donc voici le repère adapté. Alors on nous demande d'expliquer pourquoi un champ magnétique est créé. Eh bien on sait que les sources du champ magnétique, ce sont les distributions de courant, que elles peuvent être soit constituées d'aimants, soit de courant. Alors ici, nous n'avons pas d'aimants, mais nous avons des charges, ρ0, qui sont en mouvement, puisqu'elles sont sur un cylindre qui tourne. Et des charges en mouvement, c'est ce qu'on appelle un courant. Et en effet, on va donc avoir des courants de ce type-là, qui tournent de par le fait qu'on a des charges en mouvement. Donc on peut même associer une densité volumique de courant J égale ρ0 fois V, avec V la vitesse du point où on se situe dans le cylindre. Donc ça on y reviendra. Et donc comme il y a des courants, eh bien il risque d'y avoir un champ magnétique. Et donc on nous demande de calculer ce champ magnétique dans la question 3. Alors, pour calculer le champ magnétique créé par ces courants dus au mouvement des charges et à cause de la rotation du cylindre, il faut d'abord faire une étude des symétries et des invariances pour voir si le théorème d'Ampère peut s'appliquer. Alors, on voit dans l'énoncé qu'on nous dit en effectuant des approximations et quand on est loin des extrémités de la tige. Donc loin des extrémités, ça sous-entend qu'on va négliger les effets de bord, et ça sous-entend aussi qu'on va pouvoir considérer que le cylindre est infini. Et ce cylindre est infini si on peut faire l'hypothèse, par exemple, que A petit devant L. Donc on va faire cette hypothèse, et donc on va partir sur le modèle d'un cylindre infini. Et donc on va d'abord étudier les symétries et les invariances de la distribution de courant. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de bien redessiner les courants. Donc on va faire un grand schéma, parce que on peut se tromper entre les symétries et les antisymétries si on n'a pas bien en tête comment sont les courants. Donc on a vu que les courants ici, bien tourner comme ça, donc je les dessine en perspective, tourner autour de l'axe de révolution du système. Alors, on va prendre un point M quelconque, donc le repère était UR, UZ, Uθ, et puis on va essayer d'analyser, maintenant que le cylindre est infini, les plans de symétrie et d'antisymétrie. Alors, on appelle des courants la distribution de courant, et on remarque un plan de symétrie, c'est le plan M, UR, Uθ. C'est suffisant pour conclure que B est porté par UZ, car on sait que B est orthogonal au plan de symétrie. Alors juste, pour s'assurer de ce que nous venons de dire, on peut remarquer aussi que le plan M UZUR est un plan d'antisymétrie. Alors avoir un unique plan d'antisymétrie ne permet pas de déterminer la direction du champ B, mais on sait que B appartient au plan d'antisymétrie, et c'est cohérent puisque ici, UR
est un vecteur directeur du plan d'antisymétrie. Donc voilà, juste pour vérifier que ce plan est bien un plan d'antisymétrie, mais c'est une information qui n'était pas nécessaire ici. On regarde ensuite les invariances de la distribution de courant. On a invariance de la distribution de courant par rotation d'angle θ et par translation suivant z. Et donc on peut tout de suite en déduire que B ne dépend ni de θ ni de z. Donc B au niveau du point M qui dépendait potentiellement de Rθ et Z, en fait, ne dépend que de R. Donc, première conclusion, B de M égale B de R porté par UZ. On va donc maintenant appliquer le théorème d'Ampère, donc le théorème d'Ampère qui s'énonce intégrale de B scalaire dl sur un contour fermé égale mu0 I enlacé par le contour. Donc le point crucial désormais, c'est de trouver le contour sur lequel nous allons intégrer B, le contour d'Ampère. Alors, pour faire cela, on rappelle que le contour doit passer par le point M, qu'il doit être fermé, et qu'il doit soit être orthogonal ou parallèle à B, de telle sorte qu'on puisse aisément calculer B scalaire dl. Alors refaisons un petit schéma. Je vais faire un schéma en coupe cette fois-ci, puisque la perspective n'est pas toujours adaptée pour déterminer les schémas. Donc on va supposer que j'ai l'axe OZ comme ça, donc avec le vecteur UZ vers le haut. Ici on a petit a. Alors, on a remarqué déjà que finalement les courants tournent comme ça. C'est-à-dire que si on dessine J un petit peu partout, il vient comme ça puisque la rotation se fait autour de l'axe UZ du cylindre. Finalement, ça nous fait penser à plein de solénoïdes infinis. Je rappelle que solénoïde infini, on le dessinait comme ça, avec simplement un courant qui venait vers nous, un courant qui repartait. En fait, c'était bobiné comme ça, mais on ne dessinait plus le bobinage, on ne mettait que les courants qui venaient et qui repartaient dans le plan de coupe. Bah, finalement, c'est un petit peu comme si on avait un solénoïde infini qui démarrait ici, qui repartait par là, puis un autre qui démarrait ici, qui repartait par là, puis un troisième comme ça, et il y en aurait une infinité comme ça pour constituer le système qu'on est en train d'étudier. On voit qu'il y a une certaine similitude entre le solénoïde infini et ce qu'on étudie, ou en tout cas, ce qu'on étudie serait une somme de solénoïdes infinis les uns imbriqués dans les autres. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça va être un argument intéressant qui va nous permettre de tout de suite affirmer, par analogie avec le solénoïde infini, par théorème de superposition, que B à l'extérieur du cylindre, que je délimite ici, est égal à 0. Et ça va être très pratique lors du choix du contour. Donc, on admet ici cette propriété d'après ce qu'on sait du cours et du solénoïde infini. Alors, comment maintenant trouver le champ magnétique? Bon, donc on s'intéresse uniquement à des points M à l'intérieur du cylindre, puisque on sait qu'à l'extérieur, le champ B sera nul. Nous avons vu que B était porté par UZ, donc B à cette direction-là, au niveau du point M. Donc on peut se dire, un contour intéressant, ce serait un contour qui serait parallèle à B, ici qui serait perpendiculaire à B, et puis qui sortirait du cylindre pour aller vers l'extérieur où le champ magnétique est nul. Donc le contour, nous l'orientons toujours. Comme les courants ici circulent dans ce sens dans le contour, la règle de la main droite nous incite à orienter le contour de telle manière. Et donc, nous allons appliquer le théorème d'Ampère sur le contour ici dessiné. Donc, nous allons pouvoir nommer 4 points sur ce contour, puisque il faut maintenant exprimer le vecteur dl, et que le vecteur dl dépend de si on se situe entre A et B, où dl sera comme ça, si on se situe entre B et C, où dl sera comme ça, entre C et D, dl sera comme ça, et entre D et A, dl sera comme ceci.
Donc on va séparer les 4 parties de l'intégrale. Et on va tout de suite pouvoir en éliminer plusieurs par analyse des directions de B de DL. B est tout genre suivant UZ. Donc ici, comme entre B et C, DL est porté par UR, on a perpendicularité de B et DL, et donc cette intégrale tend vers 0. De même entre D et A, l'intégrale tend vers 0, car B perpendiculaire à DL. Entre C et D, on n'a pas la perpendicularité de B et DL, mais B est nul, car on est à l'extérieur. Donc ce terme est nul, car B extérieur égale 0. En fait, au final, il ne reste, pour le calcul de l'intégrale de B scalaire DL, que l'intégrale entre A et B. B et DL étant ici collinéaires de même sens, et bien leur produit scalaire, c'est le produit de leurs normes. De plus, entre A et B, R, qui est la distance à l'axe de rotation, est une constante. Je peux donc le sortir de l'intégrale, et on a B de R fois l'intégrale de A à B de DL, qui est la hauteur du carré qu'on n'a pas encore nommé, donc on va la nommer par exemple H. Alors ce carré étant un intermédiaire, ce contour d'ampère rectangulaire étant un intermédiaire de calcul, H devra disparaître au final, et c'est ce qu'on va voir ensuite. Et donc, le membre de gauche du théorème d'ampère s'écrit B de R fois H. Il nous faut maintenant calculer le membre de droite, c'est-à-dire calculer mu0 fois I enlacé. Alors, pour calculer I enlacé, il faut déjà repérer, il faut se souvenir que c'est I enlacé par le contour, et il faut aller chercher sur le schéma où est le I enlacé par le contour. Eh bien, il est uniquement ici. Puisque on ne regarde que ce qui traverse le contour, et ici, dans toute cette zone, il n'y a pas de courant. Donc, on va uniquement s'intéresser à ce qui se passe sur la zone coloriée en bleu. Alors, nous n'avons pas de valeur de I ici, donc nous allons devoir intégrer sur le contour bleu J, la densité volumique de courant, scalaire delta S. Alors J n'est pas donné non plus directement. Delta S, je l'oriente vers le fond, donc ça va être delta S Uθ. J n'est pas donné, mais nous savons que nous avons des charges, densité volumique de charge ρ0 qui tournent. Donc, en un point quelconque, J va être égal à ρ0 fois la vitesse de ce point, la vitesse du cylindre ce point. Alors si j'appelle M' ce point, ça va être fois la vitesse en M'. Mais, comme on a une rotation, on sait que la vitesse, c'est la distance du point M', que je vais appeler R', à l'axe de rotation, fois la vitesse de rotation, et le tout porté par Uθ. De telle sorte qu'ici, mu0 I enlacé sera l'intégrale double de ρ0 R', oméga 0 delta S. Alors, sur tout le temps, la surface bleue. J'efface ça pour faire un peu de place. Sortons les constantes. Oups. Ça nous fait mu0, ρ0, oméga 0, intégrale de R' delta S. Et R', le problème, c'est que quand on se déplace sur la surface bleue, R' est modifié. Donc je ne peux pas le sortir, et ce n'est pas comme d'habitude, où on peut sortir ce terme. On va devoir calculer l'intégrale. Alors on va refaire le schéma pour bien comprendre. Donc on a notre cylindre, que je grossis, le centre, le point M, on calculait le champ et par lequel passer un contour. Donc là on a notre contour qui est comme ça, notre point M à cet endroit-là, le distance R au point M, et puis là on intègre à l'intérieur de la surface bleue, qui est ici, on somme des points qui sont à une distance R'. R' n'étant pas constant, il va falloir qu'on exprime delta S en fonction notamment de dr'.
Alors pour faire ça, eh bien, il faut dessiner delta S. Delta S, c'est un découpage de la surface bleue. Eh bien, je peux prendre un petit découpage carré comme ça, et la somme de ces petits découpages carrés me redonnera la surface totale bleue. Alors prenons-en un seul. Que vaut cette petite surface delta S? Eh bien, comme c'est un carré, il suffit de faire cette petite longueur, qui est la variation de R', fois cette petite hauteur, qui est la variation suivant Z. Autrement dit, delta S, c'est dz fois dr'. Donc je vais le remplacer, ça fait mu0, rho 0, oméga 0. Alors, z va varier, eh bien, on peut dire que ici c'est z égale 0, ici c'est z égale h, vu qu'on a appelé h la hauteur du contour d'ampère. Et r' va varier de cet endroit-ci à cet endroit-ci. En fait, non. De cet endroit-ci uniquement à cet endroit-ci, puisqu'on intègre uniquement sur cette surface. Donc, R' varie de là à là. Ici, il vaut R. Ici, il vaut A, le rayon du cylindre. Donc, j'intègre R' entre R et A. De R', dr, dz. Ce dz, je peux le sortir de l'intégrale par rapport à R. J'ai donc mon membre de gauche qui est égal à mu0, rho 0, oméga 0, intégrale de z égale 0 à h de dz, intégrale R' égale R à A de dr', qui nous fait mu0, rho 0, oméga 0, cette intégrale-là vaut h, et cette intégrale-là vaut R' carré sur 2 entre R et A. C'est-à-dire mu0, rho 0, oméga 0, h, facteur de A carré moins R carré sur 2. Et donc, on a fini d'appliquer le théorème d'Ampère, puisqu'il il ne nous reste plus qu'à regrouper le membre de gauche, B de R fois H, égale mu0 y enlacé, les H se simplifient, et voilà donc le champ magnétique créé par ce cylindre. Et donc si je le remets sous forme vectorielle, on trouve mu0, rho 0, oméga 0, A carré moins R carré sur 2, le tout facteur de Uθ. Voilà donc le champ magnétique, facteur de UZ, le champ magnétique créé par le cylindre en rotation. Alors ce qu'il faut retenir notamment de cet exercice, c'est que des fois, on a à calculer des intégrales où on ne peut pas tout sortir, des intégrales sur la surface où on ne peut pas sortir tous les termes, ou par exemple le terme ici n'est pas constant. Et bien dans ce cas-là, il faut dessiner le découpage de surface, par exemple ici delta S qu'on avait dessiné ici, de telle sorte à faire apparaître la variation de la grandeur qu'on doit intégrer. Et ainsi transformer l'intégrale spatiale, cette intégrale-ci qu'on ne savait pas calculer, en une intégrale de type plus mathématique où les variables apparaissent, et qu'on sait calculer à l'aide des calculs de primitives usuelles.